Ça y est, on est en 2026 et je vais pouvoir faire comme d'habitude un retour sur les films que j'ai vus cette année. C'est The Big One. Ici, on va parler des films que j'ai vus en décembre 2025. Vous connaissez le concept et vous savez qu'il n'y a pas de spoil. Je donne rapidement mon avis sur tous ces films et mon préféré sera en fin de vidéo. Je commence la vidéo par un film qui est un peu particulier. Il s'agit de la diffusion au cinéma de Jujutsu Kaisen Execution que j'ai eu la chance de pouvoir aller voir. Alors j'ai lu le manga de Jujutsu Kaisen, je ne l'ai pas fini, et j'ai vu des passages de l'anime sur Insta ou YouTube dans des vidéos, sachant que Jujutsu Kaisen est une œuvre que j'aime bien. C'est donc pour ça que je suis allé le voir au cinéma, ne savant pas trop ce qu'il y allait avoir dedans, et me disant que comme pour Chainsaw Man et Demon Slayer, que j'étais allé voir, j'allais passer un moment incroyable. Pas tellement. Je pense que pour tous ceux qui ont raté le très peu de séances qu'il le proposait, c'est pas grave. Parce qu'en gros, au lieu d'avoir les 2-3 premiers épisodes de la saison 3, ce qu'on aurait tous espéré, on a eu un résumé du drame de Shibuya d'environ 40 minutes, ce qui est très clairement la fin de la saison 2, et même un peu plus, pour ensuite avoir timidement le premier épisode qui était sympa, aucun problème, et puis en plus revoir Maito contre Yuji, pareil, ça c'était sympa aussi, mais en plus, bon, même si le cinéma ça rendait bien, à la fin t'en veux plus. Un épisode, un nouveau truc. T'es un peu déçu de ce qu'apporte la séance, donc honnêtement j'ai passé un bon moment, mais pour tous ceux qui l'ont pas vu et tous ceux qui attendent la saison 3 qui sort dans pas très longtemps je crois, y a pas de déception à ne pas être allé le voir. Ça y est, c'est parti, on va commencer réellement à parler de vrais longs métrages. Et pour commencer, j'ai vu un film d'un très grand auteur que j'ai découvert avec lui, Yojimbo ou Garde du corps en français de Akira Kurosawa, sorti en 1961. L'histoire d'un samouraï, Yoichiro, qui arrive dans une ville coupée du monde, où deux clans se font la guerre. Ce samouraï indépendant, qui n'a apparemment que de l'intérêt pour l'argent, va vouloir régler lui-même la situation. J'ai été subjugué par ce film. Les décors, l'écriture de Yoichiro, l'acting de Mifune qui porte le film, ainsi qu'une mise en scène incroyable avec une composition du cadre qui est impeccable, et qui, je pense, inspire encore bon nombre de réalisateurs actuels. Franchement, je n'ai quasiment rien à redire sur le film. Par contre, je voudrais revenir sur un point. Je trouve que For a Few Dollars de Sergio Leone, c'est très clairement la version à l'ambiance américaine, même si Sergio Leone est un réalisateur italien, de Yojimbo, et ce film, For a Few Dollars, n'est tout simplement pas à la hauteur du travail de Kurosawa. Et je trouve vraiment dommage que For a Few Dollars ait plus de popularité que Yojimbo, alors qu'il est mieux. Yojimbo, c'est un film qui n'a pas pris une ride. Il y a des scènes qui mettent des claques, même après 64 ans. Bientôt 65. En revanche, dans les duels au sabre, où les personnages meurent avec aucune taille dans le corps, bon, ou encore à la fin qui est vite expédiée, on ressent un peu plus cette vieillesse. Mais vu l'âge du film, c'est pas forcément un problème. Et en plus, en réfléchissant à cette fin expédiée un peu vite, je trouve que ça fait un beau parallèle avec la personnalité du personnage principal. Donc, peut-être qu'en réalité, c'était une des volontés de Kurosawa. On part maintenant sur le blockbuster animation du mois de décembre. Lui aussi, j'ai pu aller le voir en salle. Il s'agit de Zootopia 2 de Jared Bush, qui est derrière l'horrible Encanto et Byron Howard qui a fait réponse encore le premier Zootopia. Alors honnêtement, j'ai toujours respecté Zootopia pour son originalité. C'est un film qui a un monde qui sortait un peu des Disney classiques. Le premier film était vraiment assez drôle. On prenait du plaisir à suivre Nick et Judy dans leurs aventures. Et il y avait plein d'idées avec notamment, voilà, comme je l'ai dit, ce monde qui est assez original, que je trouvais vraiment intéressant. Il y a un message pareil qui était bien choisi et bien expliqué dans le film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite ? Eh bien honnêtement, j'ai passé un bon moment devant. Au travers de ce nouveau film, on voit plein d'autres endroits de la ville, on voyage, on découvre de nouveaux personnages, de nouvelles problématiques, mais aussi on a deux personnages, Nick et Judy, qui encore une fois se renouvellent, parce que le film parle quand même bien sûr de la relation qu'il y a entre les deux, leurs différences, l'opposition de certaines de leurs visions, avec par exemple, faut-il fuir le monde et se protéger pour rester en vie, ou bien faut-il sauver le monde pour le protéger quitte à en mourir. Donc Zootopia 2, c'est une bonne suite qui se renouvelle, c'est plaisant à regarder, l'humour du premier est toujours là,
Et parfois, oui, l'humour du film marche, voilà, faut l'avouer. Graphiquement, c'est une folie. Et il y a toujours des thématiques de ségrégation, racisme, etc. qui sont intéressantes et importantes à aborder dans un film pour enfants. Donc honnêtement, Zootopia 2, si vous avez aimé le 1, je pense que vous avez aimé le 2, donc en vrai je peux le recommander sans trop de soucis. Film suivant, il s'agit de En liberté de Pierre Salvadori, une comédie française. Alors ce film, comment expliquer ce que j'ai ressenti devant et ce que j'en ai pensé Alors, d'abord je vais essayer de donner un peu le scénario, le pitch du film. En gros, c'est un film qui va parler d'un homme qui sort de prison, Antoine, après avoir été accusé à tort d'un braquage, et on va voir l'impact que la prison a eu sur lui et comment il va revivre dans la société. Et à ça, on y mêle la vie de la femme de celui qui a arrêté Antoine, Yvonne. Honnêtement, quand je suis allé voir ce film, que j'ai eu la chance de pouvoir aller voir en salle, donc ça c'est cool parce qu'un film en salle restera dans la quasi-totalité des cas meilleur que dans son visionnage chez soi. Je ne m'attendais à rien de la part de cette œuvre. Je suis pas trop comédie française à la base, et ce que je savais du film ne m'attirait pas forcément beaucoup. Mais finalement, on a fait réussir un film sympathique à regarder, avec une comédie qui marche souvent bien, ce qui est plutôt surprenant. Je me suis retrouvé à rire franchement par moments, et ça c'est cool. Gros point positif du film parce que il arrive à être drôle. Les acteurs et les personnages marchent bien entre eux, ils ont une bonne alchimie tous ensemble. Seul défaut du film, c'est que des fois il y a des moments qui marchent pas dans le comique, mais bon, on n'a pas tous le même humour, il y a des humours différents et il y en a pour tous les goûts. Et il y a quelques longueurs, mais la fin elle est géniale, elle est généreuse. Donc franchement, j'ai aimé voir ce film, j'ai passé un bon moment. Et il y a certains moments comiques dont je vais me souvenir pendant un moment. Le prochain film est une œuvre de Jason Reitman, sa plus connue, Juno. Un film qui aborde un sujet sérieux sur un fond de comédie. Pour faire rapide et simple, on suit Juno, une adolescente qui a 16 ans, qui tombe enceinte et qui doit arriver à trouver une solution pour cet enfant qu'elle ne veut pas. Le film, il prend ce sujet de tomber enceinte très tôt pour une fille qui est au lycée, tout ça, très au sérieux, mais le personnage de Juno, il est là pour le dédramatiser, le rendre plus banal par son humour de surface qui lui sert de protection. C'est un film qui est très plaisant à regarder, assez original dans son scénario avec des personnages qui sont clichés, oui, mais qui sont plaisants tout de même. En plus, Juno, je la trouve bien écrite parce que comme je l'ai dit, même si elle essaie de dédramatiser le film, de le rendre moins sérieux, c'est que de la surface, mais bon, je veux pas en dire plus parce que ça c'est à voir dans le film. Côté mise en scène, le scénario n'invite pas trop à avoir des surprises, donc pas grand chose de très marquant de ce côté-là. J'ai passé un bon moment devant et je peux le recommander, c'est sympa à regarder. On enchaîne sur un autre film français, mais cette fois-ci c'est un drame social qui est sorti il y a très peu de temps. J'ai eu la chance de pouvoir le voir en salle, c'est Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, un jeune réalisateur qui en est à son 3e long métrage si je ne me trompe pas. Après Les drapeaux de papier et Tony en famille, le film nous raconte l'histoire d'une mère de 2 enfants qui part sans laisser de traces et qui les confie à sa sœur qui n'a jamais voulu d'enfant. Honnêtement, j'ai été bien surpris par le film. On sent que c'est un film d'auteur qui veut faire passer un message, qui a une direction artistique autour de sa photo, des idées de mise en scène, avec quand même 2-3 plans que j'ai trouvé personnellement géniaux. Le cast est bien choisi, je trouve qu'il marche très bien. Pour ce qui est du thème, je trouve qu'il est bien abordé, on s'attache bien aux personnages, on comprend leurs émotions et c'est très plaisant de les voir évoluer tout au long de l'œuvre. Et si ce dernier point est possible, c'est parce que Les enfants vont bien est un film qui prend son temps. Et ça, outre le fait que j'adore ses propositions, c'est très intelligent pour ce type de film et de message. Les enfants vont bien, c'est un film que je recommande, et je pense que ça peut être intéressant de le voir. Le prochain film est un peu particulier et il y a un contexte qui a fait que je l'ai vu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Ryan Gosling. Et une fois, j'étais à un endroit pour voir quel prochain film j'allais regarder, et là j'ai un pote qui me sort ce film. Et là je me dis non, c'est pas possible, faut que je le voie. Il s'agit de All the Good Things de Andrew Jarecki. Alors oui, la cover suggère beaucoup de choses et un style de film particulier. Cependant, le rouge sur le bas de la cover suggère que le film est beaucoup plus sanglant et sérieux. Honnêtement, j'ai été surpris par le film d'une manière agréable. On a un bon scénario, je trouve, un Ryan Gosling qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir.
c'est agréable à regarder, ça passe vite. Après sur le plan de la mise en scène, ça fait le taf, c'est générique mais c'est pas mauvais. Par contre, il faut souligner qu'il y a un énorme travail sur le maquillage. Dans le sens où certaines scènes où Ryan Gosling est plus vieux, je me suis demandé si c'était une doublure ou si c'était lui, alors que non, c'était vraiment bien lui. Donc gros respect sur ça. Franchement, après ce film, je l'ai vu pour le délire, c'est sympa, ça change sur certaines choses, mais c'est pas non plus incroyable. Si vous voulez le voir, moi je pense pas que c'est un mauvais film, mais il y a mieux. Prochain film, c'est une œuvre qui est sortie en 2025, que j'ai vu aussi en salle il y a très peu de temps et qui m'a vraiment marqué. The Voice of Inrajab, un huis clos dans un bâtiment du Croissant Rouge, l'équivalent de la Croix-Rouge pour les musulmans, qui est aussi entre documentaire et œuvre de fiction. Parce que pour expliquer, c'est l'histoire de ces bénévolats du Croissant Rouge. Ils veulent sauver une petite fille qui les appelle de Gaza au moment où Israël avait envahi la ville. Et qui fait que la frontière avec le documentaire est faible, parce que les appels ont été faits avec la vraie voix de la vraie petite fille, qui appelait à l'aide ce centre. Et du coup, tout le film va se concentrer sur ces bénévolats qui essaient de la sauver. Honnêtement, c'est un film qui est dur. On est oppressé dans ce petit bâtiment de la taille d'une salle de cours. On est proche des personnages, de leurs émotions, et toute la tension du film est palpable de la première minute jusqu'à la dernière. C'est un film qui a réussi de manière incroyable à transmettre son message, et les émotions qu'il veut faire ressortir au spectateur, et personnellement, j'ai été totalement pris par le projet, et ça m'a profondément marqué. C'est un film que je recommande, qui doit être vu, c'est une expérience dure mais essentielle je pense pour réaliser certaines choses. Après avoir parlé d'une œuvre qui m'a marqué, là on va enchaîner sur Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand, son premier long métrage. Bon, ce film, sur le papier je vais être honnête, il y avait vraiment du potentiel. Des personnages intéressants et après dans le réal, c'est moyen, c'est beaucoup trop moyen. Honnêtement, je suis sorti du visionnage déçu. C'est du classico-classique sans saveur. Il y a des acteurs qui jouent mal. Vraiment mal et qui sont insupportables à l'écran. Et des pistes qui sont mal exploitées et qui des fois handicapent le film. Le film, il essaie au moins de véhiculer un beau message, mais c'est maladroit encore une fois. Film que je ne recommande pas du tout. Parce qu'honnêtement, sur tous les films qui existent dans le monde, j'ai perdu 1h30. Que tu sens d'ailleurs bien passer en plus devant le film. Là on retourne par contre sur une œuvre que j'ai vraiment aimé voir et que je voulais voir en plus depuis longtemps. Un film visionnaire à sa sortie en 2013, Her de Spike Jonze, qui est son film le plus connu et de loin, où l'on suit Théodore, interprété par Joaquin Phoenix, qui tombe amoureux d'une IA, qui tombe amoureux d'un Operate System. C'est une IA super intelligente. Honnêtement, le film est génial. D'ailleurs, ça me fait plaisir de reparler d'un film que j'ai aimé. Il y a plein de bonnes idées de mise en scène. Théodore déjà au niveau de l'échelle de plan est toujours filmé de manière serrée, ce qui nous rapproche de lui, et quand on réduit l'échelle que ce soit pour exprimer sa liberté, soit pendant des phases de vide, serré, ce qui nous rapproche de lui, mais aussi du coup de l'Ogoyette où il parle à Samantha, ou encore quand on la réaugmente pour soit exprimer sa liberté, soit pendant ces phases de vide, tous les personnages sont attachants, le monde tu y crois, et ça aussi c'est ce qui est bien avec ce film. C'est que tout au long tu te dis mais ça pourrait arriver sans problème dans un futur proche. Et des fois honnêtement ça fait peur. C'est un film assez touchant je dirais, hyper agréable à regarder, franchement les 2 heures je les ai pas vu passer, c'était vachement bien, je le recommande sans souci. Film suivant d'un réalisateur connu que vous connaissez sûrement, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Alors je n'ai vu que 3 autres Tarantino, Jackie Brown, Pulp Fiction et mon préféré Django Unchained. Aimant l'univers et la patte de Tarantino, je me suis dit que voir son premier long métrage qu'il a fait connaître serait une bonne idée. Et franchement, c'était très bien ce scénario où l'on essaie de comprendre qui est la taupe parmi ces braqueurs d'une bijouterie. C'est bien fait. Je trouve que les personnages de par les dialogues sont bien écrits. On les comprend, on arrive à dresser leur portrait, à voir leur caractère, et ça en très peu de temps, ce qui est une sacrée perf tout de même. Néanmoins, on sent que c'est le premier Tarantino. C'est moins bien fait, il n'a pas forcément toutes ces idées de mise en scène, mais j'ai presque l'impression que des fois il aurait voulu aller encore un peu plus loin, mais que vu qu'il n'était pas assez populaire, il devait un peu se censurer. Et honnêtement, même si je me suis moins senti chez Tarantino, c'est une bonne proposition et je le recommande si vous aimez le réel. Le prochain film, qui est déjà du coup le 11e de la vidéo, c'est Nausicaa et la vallée du vent de Miyazaki, que je ne vais pas présenter encore une fois sur la chaîne. Comme pour Tarantino, c'est son premier long métrage et franchement c'était hyper bien. Honnêtement, j'ai été choqué de la qualité de l'animation.
Même si des fois ça a pris une ride, bon, film de 1984, il a bientôt 46 ans, franchement on peut lui laisser ça, c'est pas trop un problème. Il y a une DA de fou. Je vais spoil, bon, spoil hein. Mais le film se passe sur une terre alternative, ici on est clairement sur de la SF pour Miyazaki qui utilise encore une fois un côté fantastique pour raconter son histoire, et c'est génial. L'histoire est bien, le personnage principal encore une fois on l'adore. De toute façon c'est pour moi l'une de ses plus grandes forces à Miyazaki. C'est un film que je recommande parce que je le trouve très bien et j'ai adoré le regarder. Alors, les deux films suivants sont un peu particuliers parce que c'est deux œuvres que j'ai déjà regardées et que je voulais revoir pour être sûr de ne pas les maxer. Il s'agit des deux premiers volets de la trilogie The Dark Knight de Nolan. J'ai pas encore eu le temps de revisionner le dernier, mais ça va pas tarder non plus. D'abord, je vais revenir sur Batman Begins. J'ai adoré le redécouvrir. Je trouve qu'il y a des scènes grandioses, la naissance de ce Batman, elle est bien faite, bien scénarisée, et je pense que c'est l'un des points forts du film. Le cast, il est exceptionnel, rien à redire. Malgré tout, le film a quand même quelques défauts, comme le fait qu'après 20 ans, certaines appréciations ont pris un petit coup de vieux, et qu'un des méchants est, je trouve, gâché, mais sans aucun doute, je ferai une vidéo critique de la trilogie que je recommande sans problème, puisque pour moi, en film d'ouverture d'un nouveau Batman, il n'y a que The Batman, sorti en 2023, qui a réussi à faire mieux. Pour revenir maintenant sur The Dark Knight, c'est mon film préféré. Que ce soit la musique, certains plans qui sont magnifiques, les personnages, avec des antagonistes qui sont tout simplement exceptionnels. Je le redis encore, hein, vous le savez, si vous connaissez un peu l'histoire de The Dark Knight, vous le savez un peu, normalement, si vous aimez le cinéma aussi, mais la performance d'Heath Ledger dans le Joker, elle est intemporelle. C'est le Joker dans ce film. Et ça, c'est incroyable. En plus de son côté Batman aussi, il est hyper intéressant. Parce qu'il fait des choix, il se remet en question, et il y a des scènes épiques qui m'ont donné des sensations que j'avais oubliées devant un film. J'étais assis, quasiment debout sur mon canapé, les yeux grands ouverts en contemplant ce chef-d'œuvre en termes d'expérience. C'était tout simplement incroyable. J'avais tellement peur de le revoir. Parce que je me suis dit, non, mais en vrai, tu l'as oublié, t'as vu plein de films entre temps, c'est pas si ouf, tu vas le revoir à la baisse, comme Batman Begins en plus. Mais non, au final. Non. Il reste mon film préféré et je comprends encore plus aujourd'hui et je vous le recommande. Bien entendu, c'est mon film préféré, je vais pas ne pas vous le recommander quand même. Pendant ce mois de décembre, j'ai aussi vu Le Garçon et le Héron qui est sorti en 2023 de Miyazaki et avec lui je tourne une page. Ce film, quand je l'ai vu, c'était un peu particulier parce que seul film de Miyazaki que je n'avais pas vu, et sachant que c'est mon auteur préféré, c'est toujours un peu spécial de finir une filmographie. D'ailleurs pour moi c'est la première filmo que je finis. Pour revenir au film, je trouve que c'est une bonne œuvre, on sent la patte de Miyazaki, avec ce réel et ce fantastique qui se mélangent, des univers aux règles uniques qui sont époustouflants en termes de créativité et de fonctionnement. La BO de Joe Hisaishi, mon compositeur préféré, est toujours aussi splendide. La direction artistique et l'animation sont toujours magnifiques. Même s'il y a un petit moment en 3D qui est dégueulasse, mais honnêtement, sur les 2 heures du film, tu le retiens pas. Enfin, si tu le retiens, mais c'est pas significatif. C'est une œuvre que j'ai apprécié regarder, même si pour moi, ce n'est pas mon Miyazaki préféré, parce que j'ai quand même moins été émotionnellement investi et je me suis moins identifié au personnage que j'ai trouvé peut-être un peu moins marquant sur ce film-là. Mais ça reste un film que je recommande, parce que de toute façon, Miyazaki n'a pas fait un seul mauvais film. Encore de l'animation japonaise pour le film suivant avec Look Back qui est sorti en 2024 de Kiyotaka Oshiyama, adaptant l'œuvre de Tatsuki Fujimoto, un génie dans le monde du manga. Alors je vais faire un résumé ultra sommaire du plot parce que c'est un film qui est très court, ça ne fait même pas 1 heure. C'est l'histoire de 2 filles très différentes qui veulent sortir une série de mangas. Enfin, j'en dis pas plus parce que c'est une œuvre que j'ai adorée sur beaucoup de points, et même si pour beaucoup de gens c'est l'histoire qu'on retient, moi j'avoue que ce qui m'a impressionné c'est le nombre d'idées de mise en scène dans l'animation qu'a le film. J'aime beaucoup aussi la DA et je trouve que c'est très bien animé même si c'est assez particulier. Et de ce côté-là, c'est un pur plaisir et j'ai adoré le regarder pour ça. Honnêtement, c'est une œuvre que oui, je recommande sans problème. Surtout qu'en plus, c'est même pas 1 heure, donc allez voir Look Back. Avec le film suivant, on fait un retour sur les films français encore, avec un autre film qui est sorti en 2025. C'est La vie devant moi, de Nice Savernier, qui a aussi fait L'incroyable histoire du facteur cheval, que j'ai vu, et De toutes nos forces, que je ne connais pas pour le coup.
C'est un réalisateur qui aime faire des films tirés d'histoires vraies, et dans Une vie devant moi, on suit l'histoire d'une famille juive qui va devoir, après la rafle du Veldiv, se cacher pour éviter à leur tour d'être déportés dans les camps. Tout le film, on va être dans cette tension de savoir s'ils vont être démasqués, eux qui vivent dans cette petite pièce au 6e étage d'un immeuble. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par cette œuvre dont je n'attendais rien. J'ai bien aimé la mise en scène, l'ambiance est bien travaillée, il y a des petites idées sympas dans le film. L'actrice Adeline Nermi, qui joue la mère, a lâché une très belle performance dans le rôle. Franchement, je ne la connaissais pas et j'ai été agréablement surpris là aussi. Le film, bon, je peux le recommander. Il reste imparfait, on remarque des fois des plans pas top, des incohérences, ou encore cette fois-ci un mauvais acting pour la fille interprétée par Violette Guillon, que je n'ai pas trouvé exceptionnel. Mais La vie devant moi, c'est un bon film que je recommande. Pour l'avant-dernier film de la vidéo, j'ai vu Super 8 de J.J. Abrams, le type qui a réalisé la honte qu'est l'épisode 9 de Star Wars. Et honnêtement, Super 8, c'est un film qui veut refaire plonger les gens dans ces films des années 80, début 90, un peu à la Stranger Things saison 1, même si il y arrive moins bien parce que là aussi il y a de l'horreur, mais c'est pas très bien fait pour moi. Le film, sans trop m'attarder dessus, je l'ai trouvé sympathique, sans trop rien de plus. J'ai passé un bon moment, mais bon, à part le réal qui, des fois, se fait plaisir avec la caméra et tu te dis, ah oui, ça j'aime bien. Il y a un plan en plongée totale, en plus, débulé, c'est assez original, j'ai adoré moi de mon côté, et tu te dis, t'y arrives, fais plus. Allez, s'il te plaît, fais plus. Et du coup, c'est dommage parce que c'est beaucoup trop rare dans le film, et même si c'est pas un mauvais film, je pense qu'il y a bien mieux à voir. Pour le dernier film, le film que j'ai préféré voir en décembre, on repart dans, vous le savez, un de mes genres du cinéma préférés, les films d'animation japonais. Et donc, ce film, c'est Paprika de Satoshi Kon, sorti en 2006, qui est d'ailleurs à ce jour son plus récent long métrage. Alors, moi, de cet auteur, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai vu Perfect Blue, qui était excellent, mais j'avoue que j'ai préféré Paprika. Paprika, c'est un film dans lequel des scientifiques ont créé une machine capable de voir dans les rêves des gens, et même d'entrer dans ceux-ci, et ces scientifiques vont devoir faire face aux problématiques non envisagées créées par la machine, les vols de celle-ci, ainsi qu'une lutte contre sa suspension par le gouvernement. Pourquoi est-ce que j'ai adoré Paprika, et pourquoi c'est mon film du mois préféré? Eh bien, tout simplement parce que c'est une œuvre qui a un concept hyper cool, et Satoshi Kon, il y a 1 milliard d'idées, et il y va toujours à fond. Franchement, il s'assume. Du coup, ça donne un visionnage qui était incroyable. Tu comprends petit à petit comment marche le DC Mini. C'est la machine si je ne me trompe pas. Tu rigoles, voire tu t'interroges des fois sur certaines situations pour savoir si elles sont réelles ou oniriques. C'est une expérience exceptionnelle que je ne peux que recommander, même si, le film est un peu particulier sur certains points. C'est l'univers de Satoshi Kon, faut le voir. C'est la fin de la vidéo, donc merci à tous de l'avoir regardé. En écrivant cet avis, je me suis rendu compte que j'avais vu pas mal de films français, ou encore de l'animation japonaise, mais ça ne m'étonne pas de ma part. J'ai découvert en plus de grands auteurs, j'ai revu aussi mon film préféré. Donc encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films que j'ai cités dans les commentaires, à me dire ce que vous avez vu, ceux qui vous ont marqué. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne rien rater. C'était The Big One. Salut!